Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo du jour. Aujourd'hui nous allons parler électromagnétisme et grande pyramide. Lors de cet été, au mois d'août, si mes souvenirs sont bons, j'avais posté une vidéo sur la première annonce de cette découverte qui datait du mois de juillet d'équipes russes qui ont permis de déterminer un certain comportement électromagnétique au sein de la grande pyramide de Gizeh, dans la pyramide de Khéops. Alors effectivement, il y avait beaucoup d'informations qui étaient encore un petit peu brouillonnes et je vous avais dit sur la chaîne que je ferais une vidéo entre guillemets vulgarisante à la rentrée pour que l'on se plonge un petit peu plus en détail sur ce sujet, mais que aussi on soit capable de le comprendre de manière plus simple. Et donc ensemble, aujourd'hui, on va voir très précisément de quoi il en retourne. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Russes, et qu'est-ce qu'ils ont réussi à comprendre et à travers quelle technique. Alors ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que lorsque des ondes électromagnétiques frappent un objet, eh bien cet objet disperse ces ondes. Alors il disperse ces ondes par rapport à différents critères. Ça dépend de la taille, ça dépend de la forme et ça dépend également de l'indice de réfraction de cet objet. Les scientifiques russes qui ont travaillé sur le modèle de la Grande Pyramide ont émis comme hypothèse que les ondes électromagnétiques de certaines longueurs tirées sur la Grande Pyramide créeraient une résonance qui ferait en sorte que les vagues électromagnétiques seraient dispersées de manière à être concentrées à l'intérieur de la pyramide, autrement dit dans ses chambres. Et il faut savoir que cette étude avait une portée nanotechnologique, c'est-à-dire que en comprenant le comportement des ondes par rapport à la structure de la pyramide, cela permettrait de, comment dirais-je, d'anticiper le comportement des particules. Et les scientifiques ont voulu savoir s'ils étaient capables de trouver un schéma, une forme géométrique qui leur permettrait justement dans le futur d'anticiper ce comportement. Et ce comportement, en fait, c'est un comportement de diffusion de la lumière qui deviendrait alors prévisible et donc dont on maîtriserait vraiment l'utilisation. Dans d'autres termes, ils ont créé un modèle mathématique de la structure interne et externe de la pyramide et ont ensuite calculé comment les ondes électromagnétiques seraient dispersées. En voyant comment réagissent les ondes dans la grande pyramide, l'objectif des scientifiques serait donc de répliquer la structure de la pyramide afin d'obtenir des comportements prévisibles, des nanotechnologies qui seraient alors déployées. Et alors pour ceux d'entre vous qui voudraient savoir vraiment précisément comment s'est déroulée ces expériences, cette série d'expériences, eh bien on va voir ça ensemble tout de suite. L'interaction entre les ondes électromagnétiques et un objet est caractérisée par les zones de dispersion qui fournissent des informations sur la quantité d'énergie électromagnétique retirée à l'envoi du faisceau. Afin de clarifier le rôle d'un objet de forme pyramidale sur la diffusion électromagnétique, on a d'abord étudié le comportement d'une onde électromagnétique dans un environnement homogène. Il est reconnu que les blocs de la pyramide sont faits de calcaire, dont la permittivité varie selon la porosité, la température, l'humidité, etc. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est la permittivité. En fait, c'est une propriété physique décrivant la réponse d'un milieu donné à un champ électrique appliqué. Malheureusement, les équipes n'ont pas réussi à déterminer la permittivité des échantillons de calcaire recueillis sur le plateau de Gizeh. C'est pour ça qu'une mesure moyenne a alors été déterminée afin de travailler avec des données lissées, n'affectant pas directement les conclusions finales. Dans le cadre des simulations, un modèle 3D de la pyramide a été mis en place aux dimensions actuelles connues de l'édifice, y compris pour sa structure interne. Le champ électrique dans la pyramide, lui, a été calculé en utilisant deux technologies indépendantes. Les résultats obtenus ont permis de calculer le spectre de disparition et de diffusion des zones transversales de la pyramide, ainsi que la décomposition de l'onde pour les deux directions de propagation de l'onde. Et les résultats trouvés ont été identiques pour les deux techniques employées. En chiffres, cela veut dire que dans les deux cas, le spectre démontre deux résonances maximum à des longueurs d'onde de 330 et 230 mètres. Pour en déduire une fréquence, il faudra diviser la vitesse de l'onde par la longueur d'onde. Le résultat obtenu s'exprimera en Hertz. Malheureusement, je n'ai pas trouvé la vitesse de l'onde afin de pouvoir réaliser ce calcul. Désolé. Les résultats de dispersion électromagnétique des ondes dans la pyramide semblent pouvoir s'expliquer par la distribution complexe et unique des champs électromagnétiques en son sein grâce justement à cette forme tout à fait unique. De là, de plus profondes analyses ont été faites sur la distribution des champs électriques et magnétiques dans le volume de la pyramide. Il a été observé que les champs se regroupent au centre de la pyramide. En effet, en baissant la longueur d'onde, les pics électriques se déplacent pour former une forte accumulation dans la chambre du roi. Il faudra tout de même noter que l'accumulation magnétique n'est pas observée dans la chambre du roi pour toutes les longueurs d'onde qui ont été testées par les équipes russes. La méthode d'analyse qui se concentre ici sur la diffusion des ondes électromagnétiques par des objets physiques est également employée en photonique pour étudier les résonances optiques des nanoparticules
métallique. Un autre terme que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la photonique. La photonique, elle concerne l'étude et la fabrication de composants permettant la génération, la transmission, le traitement ou la conversion de signaux optiques. L'objectif de la mise en application des résultats de l'étude est la suppression partielle des spéculations sur les propriétés électromagnétiques et pourquoi pas, in fine, maîtriser et anticiper les comportements nanotechnologiques en situation d'exposition électromagnétique. Voilà, maintenant j'espère que vous en savez un petit peu plus sur ce qui se cachait derrière cette grande annonce qui a fait parler beaucoup de gens, alors que finalement, même dans les médias, que ce soit sur des sites mainstream, on ne savait pas vraiment de quoi il en retournait et quels étaient, entre guillemets, les applicatifs futurs. On disait oui, des utilisations nanotechnologiques, mais on n'en savait pas plus. Et bien maintenant, on sait que c'est justement pour anticiper le comportement de ces nanotechnologies afin de les utiliser et de les maîtriser de mieux en mieux dans le futur pour toutes les utilisations liées à la lumière. Voilà, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des likes, à partager sur les différents réseaux sociaux, à commenter aussi entre vous, à discuter. Vous le faites super bien, continuez comme ça. Moi, d'ici là, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Je vous donne aussi rendez-vous sur la page Facebook que je vous invite également à aller liker parce qu'il y a aussi d'autres actus qui ne sont pas forcément sur YouTube que je mets sur Facebook. D'ici là, comme toujours, gardez la passion, gardez l'esprit bien ouvert et moi je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!